Bonjour à tous, bienvenue sur cette page sur laquelle nous recevons des personnes qui ont un parcours inspirant, des personnes qui ont une histoire à partager. Et je vous ai dit, j'ai pris l'initiative d'aller au-devant des personnes, au-devant des événements. Et là, je rencontre des personnes incroyables. J'ai eu l'occasion de rencontrer notre invité du jour en début d'année. Nous nous sommes connectés lors d'un salon de lancement de business d'une coach africaine. Et ce qui m'a intéressé dans son parcours, c'est vraiment en toute fin de salon, lorsqu'il m'a parlé de son livre Souriant dans les épreuves. Il s'agit d'un jeune Africain venu se chercher, comme beaucoup, en Europe et qui a été confronté aux dures réalités de la vie par rapport à ce qu'il a vécu en Afrique et qui va, comme ça, finalement, partager son histoire d'entrepreneuriat à travers un livre que j'ai trouvé particulièrement remarquable. Et donc, je vais lui laisser le soin de se présenter. Il s'agit de Efouet, qui va nous dire en quelques mots qui il est pour qu'on puisse découvrir son parcours et son œuvre. Bonjour Efouet, est-ce que tu peux te Bonjour, présenter? bonjour Denise. Déjà, merci pour cette opportunité. Donc, qui suis-je? Je suis Efouet Atem. J'ai fait l'école polytechnique de Yaoundé et je suis ingénieur, donc diplômé depuis plus de 10 ans maintenant. Et je suis le fondateur de World Like Home et également l'auteur de Souriant dans les épreuves et leçons de notre premier échec. Effectivement, aussi en anglais, Smiling in Hardships, Lessons from Our First Failure. Merci beaucoup Tout à et ça fait. va être avec plaisir pour l'échange. Tout à fait. Alors, il y en a beaucoup qui vont te découvrir certainement à travers ce partage. Je voulais qu'on revienne un peu sur ton parcours parce que ce livre, c'est vrai que c'est une histoire d'entrepreneuriat, c'est une histoire de haut et de bas. Tu emploies beaucoup de termes en référence à ton univers d'ingénieur, mais avant d'arriver à cela, ton projet part d'une idée vraiment noble, c'est-à-dire que tu penses mettre en place une espèce de conciergerie pour accueillir des étudiants étrangers qui viennent dans une terre nouvelle pour qu'ils se sentent un peu comme chez eux. Donc, on pourrait dire que c'est un projet absolument humaniste, plein de bienveillance. Et là, tu te retrouves confronté à une difficulté de moyens. Est-ce qu'avec le recul, tu avais vraiment les moyens de ta politique lorsque tu t'es lancé? C'est une très très bonne question, mais ma politique, effectivement, vraiment intime, c'est celui de se dire si on procrastine parce qu'on n'a pas les moyens, chez nous on Mhm. dit a lazy carpenter always complain of his toes. Et donc, moi je pense qu'il faut commencer avec ce dont on a à disposition et faire des petits pas nécessaires pour chercher les gros moyens. Donc, effectivement, je n'avais pas nécessairement les moyens ni financiers et j'étais en fait dans une situation très, très précaire. Et comme en fait, je l'ai dit d'ailleurs, que le problème que j'ai failli, que j'ai voulu supprimer, a failli en fait me supprimer moi-même. Tout Mais à fait. effectivement, ça a été une très, très bonne expérience. Et pour moi, effectivement, ça, en fait, les moyens, en fait, c'est quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose, en fait, qui prend du temps. Et pour Mhm. moi, ça a été une très, très belle expérience que je regrette rien, vraiment. Alors, je vais quand même rappeler que tu es un ingénieur anglophone, tu viens du Cameroun, donc tu fais partie de la minorité anglophone, tu écris en français. Euh, Quelles ont été tes difficultés dans la rédaction de ce livre? Parce que j'imagine que ça n'a pas été simple. Oui, exactement, parce que bon, moi, ça a été particulièrement difficile à plusieurs niveaux. Parce que la première chose, c'est que comme tu l'as bien dit, je suis des cultures anglo-saxonnes. Donc, j'ai fait tout ma cursus jusqu'en terminale, mais plutôt donc ce qu'on appelle en anglais, d'ici advanced level, en anglais. Et après, j'ai commencé donc à faire à l'université en français. Donc, il y avait un double problème. Si je décidais d'écrire le livre d'abord en anglais, j'aurais facilement en fait me trouvé en fait à un problème de terminologie.
parce que étant donné que l'histoire sur laquelle je voulais écrire, c'est une histoire qui s'est passée en fait en français. En fait, j'aurais dans tous les cas eu cette difficulté-là à pouvoir écrire en fait en anglais parce qu'il fallait faire des traductions. Or, si je veux aussi faire l'écriture en français, il devait aussi en fait avoir cette difficulté-là parce que le français, ce n'est pas mon premier langue. Donc, mais j'ai décidé, l'écriture a vraiment été une écriture en français et en anglais. Et après, c'est pour ça que j'ai sorti en fait les deux livres. Donc, une en fait complètement en français et une autre en fait complètement en anglais. Et j'ai donc invité quelques amis, plus de 50 amis, à relire et à faire des corrections euh, sur cet aspect-là. Tout à fait. Alors, donc, 50 personnes qui ont corrigé ton livre, c'est incroyable. Mais en même temps, quand on lit ton parcours, tu es quelqu'un qui est dans l'accueil, dans l'acceptation. Même en tant qu'étudiant, tu n'as jamais cessé d'accueillir. Tu as accueilli des personnes qui venaient du monde entier dans ta petite chambre. Et ça m'a beaucoup marqué parce que ça a été une source d'enrichissement. Je ne vais pas tout dévoiler, ne t'inquiète pas, pour que les personnes puissent quand même aller regarder par eux-mêmes. Mais pourquoi avoir choisi ce titre, Souriant dans les épreuves? C'est une très, très bonne question, puisque, en fait, à la base, ce n'était même pas ce titre-là. À la base, je pense que le titre que j'avais choisi, c'était Sourire en difficulté, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est à travers les personnes qui relisaient le livre. C'est pour ça que je dis que même le travail d'écriture, ça a été en fait un voyage, puisque les 50 personnes qui ont relu, ils n'ont pas juste fait des commentaires et des critiques sur le grammaire ou la conjugaison, mais ils ont aussi fait des critiques parce que je les ai donné toute une liberté. Bon, après, il y avait par étapes, mais c'était quelqu'un qui m'avait dit, l'un de mes relecteurs, qui m'avait dit, sourire en difficulté paraît beaucoup plus difficile en fait à saisir. Et donc, elle m'avait proposé en fait le titre là, de souriant dans les épreuves. Et en fait, c'est tout un travail parce que même à la base, le titre, en fait, cet titre-là, c'était le sous-titre, en fait. Mais c'est en fait, c'est tout un travail, c'est toute une réflexion après les feedbacks des connaissances que je vois que non, le véritable titre, ça devait être en fait ce titre-là, souriant dans les épreuves. Et aujourd'hui, quand je fais en fait une sorte de rétrospection, je vois que non, le titre a été vraiment très, très bien choisi, puisque c'est ce que j'avais voulu représenter, c'est qu'en fait, même dans les épreuves, on peut garder notre sourire. Malgré tout, même en fait, face à n'importe quelle difficulté que nous pouvons en fait avoir, nous pouvons en fait garder notre sourire. Et c'est pour ça que je prends en fait l'exemple de la jeune fille Joséphine Bakita, qui a été vendue en tant qu'esclave. Et malgré tout, c'est elle en fait qui était une sorte d'apporteur de souris. Donc, on peut te prendre tout, on peut même te vendre en tant qu'esclave, on peut te prendre même ta maison, tu peux même être sans papier. Mais si tu décides de ne plus sourire, le choix te revient. Et donc, personne ne peut vraiment voler ton sourire. Et in fine, c'est ça qu'en fait, nous avons. Donc, personne peut nous voler. Absolument. C'est remarquable. Alors, tu as vécu la marginalisation déjà dans ton pays d'origine, le Cameroun. La minorité anglophone n'a pas toujours tous les accès. Arrivé en France, tu revis une espèce de discrimination, donc qui est comme toujours ce sentiment de mise à l'écart. Est-ce que le fait que tu aies créé cette entreprise, lorsque tu te retrouves seul quand tu arrives au Mans, c'est pas aussi quelque part une façon de guérir une blessure de rejet, quelque part, inconsciemment? Est-ce que c'est une façon de guérir une blessure de rejet? Je ne saurais pas. Mais moi, effectivement, j'ai connu, puisque moi, d'ailleurs, même étant au Cameroun, comme je disais, moi, j'ai fait en fait tout mon cursus en fait en anglais, mais c'est quand en fait j'arrive en fait à
université où il fallait commencer en français. Et juste en fait, pour mettre en fait en perspective, à cette époque-là, moi, je ne maîtrisais rien en fait. Donc, on est en 2009, je ne maîtrisais rien en fait en français. Et j'avais trouvé ça d'abord injuste que moi, je suis dans mon propre pays, mais je me sens comme un étranger. Et donc, j'arrive aussi en fait en France, je me sens aussi comme un étranger. Donc, en quelque sorte, c'est comme si je suis la bienvenue nulle part. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, créer en fait cette entreprise-là, c'est de se dire, même si en fait on se sent nulle part comme à la maison, on peut en fait créer notre maison là où on se trouve. Et donc, on n'a pas besoin en fait de fantasmer qu'en fait, il y a en fait une autre maison. Peu importe là où on se trouve, on peut en fait créer en fait notre propre maison. Et c'est là où je parle en fait de World like Home, le monde comme Tout à à la fait. maison. Tout à fait. Et c'est vrai que le titre de ton, enfin, le nom de ton entreprise, on se sent déjà à l'aise. Et il y a beaucoup d'étudiants qui délaissent, enfin, qui vont à l'étranger, qui n'ont personne, qui n'ont pas toujours la chance d'avoir une famille. Est-ce que tu peux juste, avant qu'on rentre dans le détail du livre, nous expliquer un peu ton concept, finalement, le concept de mise en relation de ces étudiants avec des personnes qui les accompagnent? Oui, donc effectivement, nous le concept, il est très très simple. Comme en fait moi-même, je suis arrivé, j'ai connu des difficultés. Et donc, je me suis intéressé donc en fait à la question suite à une rencontre que j'ai eue avec un jeune étudiant colombien qui s'appelle Christian. Et c'est là où je me suis donc beaucoup plus intéressé en fait à cette problématique-là. Aujourd'hui, nous, notre concept, c'est comment est-ce qu'à travers de la technologie, on peut accompagner en fait un jeune de A à Z dans son parcours d'études en France. Et donc, pour cela, si je donne en fait un exemple typique, il y a eu en fait un jeune qui était venu du Burkina Faso. Lui, il est arrivé, il n'avait rien, absolument rien. Et je lui ai placé en fait chez une famille d'accueil. Aujourd'hui, il y a de cela 2 ans, j'étais en fait chez cette famille. Et bah, quand en fait il y avait un mariage, on appelait que les gens viennent pour prendre en fait la photo. Le jeune aussi part avec cette famille-là. Et ça m'a vraiment touché parce Ouais. que cet dit en fait aujourd'hui, il est considéré comme un enfant à part entière dans la famille. Et ça m'a Il est bien vraiment intégré. plu, Mhm. bien Mhm. intégré, bien intégré. Et donc, il n'a pas nécessairement connu les difficultés que nous, en fait, on a pu connu. Et nous, en fait, c'est un peu ça, en fait, la vision Mhm. que j'ai, en fait, pour chaque étudiant qui souhaite venir en France et demain dans n'importe quel autre pays pour ses études, en fait. Tout à fait. Le concept est noble. Alors, sur le papier, c'est très bien, mais quand on voit le livre, on se rend compte, quand on lit le livre, euh, il y a eu des frottements, il y a eu des Tout à fait, difficultés. tout à fait. Parce que quand on évoque le concept, on se dit waouh, c'est génial, tout le monde va adhérer parce que c'est noble, c'est très humaniste. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots des principales difficultés que tu as, difficultés que tu appelles d'ailleurs frottement, c'est un terme plutôt du monde de l'ingénierie. Tu vas nous l'expliquer simplement pour les gens qui découvrent, mais quels ont été les frottements auxquels tu as été confronté, les principaux? Oui, merci, Denis. Donc, en fait, la notion de potement, c'est une notion que tout le monde peut facilement saisir, hein, puisque même en français aussi, classique, bon, je veux dire, ça se dit. Mais le frottement, en fait, c'est simplement, c'est une force, en fait, qui empêche un objet d'avancer. C'est aussi simple que ça. Chaque objet, même une voiture, quand en fait on veut se déplacer, il y a un frottement en fait qui empêche cet objet-là de se déplacer. Donc, je prends en fait War Like Home et quand en fait je regarde les frottements, je peux les classer facilement en 4 grandes catégories. D'abord, en fait, il y a bah, la famille, puisque certes, tu es ingénieurs, la famille, en fait, la plupart ne comprend pas que quand en fait on se lance en fait en business, ça ne se fait pas en fait en 2 jours. Donc tout le monde s'attend à ce que non, tu es un benguiste,
il faut les envoyer des millions. Donc, en fait, tu expliques que non, il n'y a pas tel, bah, personne veut saisir. Et il y a cette pression-là familiale. Après, effectivement, il y a aussi la pression administrative, cette précarité administrative, puisque j'ai passé presque 5 ans en tant que sans-papier, comme on les appelle. Donc, j'ai passé presque 5 ans en tant que sans-papier, très, très difficile. C'était une période où j'étais même SDF. Et donc, j'ai pu aussi gérer ça. Après, il y a aussi la difficulté innée même, des difficultés plus techniques, je veux dire, parce que quand en fait on veut déployer en fait une telle solution, il y a beaucoup de paramètres à maîtriser. Et donc, il faut d'abord maîtriser le problème en fait en lui-même, de bout en bout, mais il faut aussi maîtriser comment, quelles sont les différentes solutions techniques et comment est-ce qu'en fait on les déploie en fait. Donc, tout ça aussi, c'est quelque chose en fait qui demande en fait beaucoup de, de, de connaissances en fait et de ressources. Et effectivement, le quatrième niveau, c'est aussi en fait la précarité financière, puisque étant donné que je n'avais pas suffisamment de ressources, il était difficile en fait de pouvoir déployer en fait la solution comme il fallait en fait. Tout à fait. Eh bien, on rentre en fait dans ton livre comme on rentre à bord d'un véhicule. Tu nous embarques comme un conducteur qui va faire un long voyage. J'ai beaucoup apprécié cette métaphore. Tu nous demandes d'entrer de jeu, de prendre place, de te suivre. Et puis, tu commences ton livre en évoquant des personnalités célèbres qui ont des destins extraordinaires. Quel est le message que tu veux faire passer par là en tant que porte d'entrée de ton livre? C'est effectivement, c'était cette porte de entrer là toujours dans l'objectif en fait de garder son sourire. Parce qu'en fait, j'ai choisi ces personnages-là de manière très, très spécifique pour démontrer qu'en fait, eux-mêmes aussi, ils ont connu des points bas, mais ils n'ont pas laissé tomber leur souris, quoi, puisque c'était la seule chose dont ils pouvaient en fait garder. Et donc, j'ai parlé par exemple de Nelson Mandela, de Josephine Bakita Même Michael et autres, Jordan mais aussi. Michael Jordan, merci. Donc, en fait, parce que tous ces premiers passages-là, l'idée, en fait, c'est de démontrer que non, il y a en fait eu beaucoup de personnes qui ont connu des difficultés, mais ils ont continué, c'est la résilience. In fine, on les connaît aujourd'hui comme des grands hommes, mais c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas lâché quand ils étaient en fait au plus bas. D'accord. Je voulais justement savoir aussi pourquoi tu as choisi en entrée le témoignage de tes lecteurs, parce qu'on a une dizaine, je crois, de témoignages de personnes qui t'ont lu, alors des personnes qui sont du milieu scientifique, des entrepreneurs. C'est assez étonnant. En fait, tu ouvres la porte à, je ne sais pas si c'est la gratitude, mais moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, mais je voudrais avoir ta version à toi. Pourquoi tu as décidé justement de mettre le lecteur au cœur de l'entrée de ton ouvrage? Bon, pour dire vrai, pour moi, ça, j'ai juste copié cette approche-là du biographie de Nelson Mandela. Donc, parce que j'avais lu en fait le biographie de Nelson Mandela et en fait, c'est comme ça en fait que c'est présenté. Donc, on commence avec ça. Mais en regardant derrière, je pense que c'est aussi en fait une manière de mettre en avant le livre parce que quand quelqu'un il veut choisir en fait un livre, il veut aussi voir qu'est-ce que les autres en pensent. Donc, c'est les premières pages en fait au début potentiellement que tu ouvres, quoi. Mais Tout à effectivement, fait. j'avais eu cette inspiration-là depuis le biographie de Nelson Mandela. Oui. D'accord. Bon, tu as brisé un peu mon rêve parce que je me disais quel homme qui a plein de gratitude. Mais effectivement, on peut aussi s'inspirer de ce qui est bien fait ailleurs pour Bien s'appliquer à sûr, bien soi-même. sûr.
Alors, on va rentrer dans le livre et là, on va pas tout en dire, mais j'ai quand même deux, trois questions. Il y a un passage où tu dis, si en lisant le livre, tu n'arrives pas à rire ou au moins à sourire, ce n'est pas à cause de mes talents d'humoriste. C'est parce que tes problèmes dépassent largement mes talents. Le rire, le sourire, on en revient à ça. Franchement, cette citation, j'aimerais bien savoir d'où elle te vient parce qu'elle est particulière. Non, bon, d'où elles viennent. En fait, cette situation-là, c'est des petits morceaux que tu écoutes. Je pense que j'avais écouté un comédien du Nigeria, je ne sais plus comment il s'appelle, et Mhm. il disait que dans une comédie, il disait que bon, si en fait ma comédie n'était fait pas rire, c'est parce que bon, tes problèmes dépassent mes talents de comédien. D'accord, Donc, j'ai d'accord. aussi, donc Non, j'ai mais juste c'est très bien adapté tourné, ça hein, c'est aussi. très bien tourné. Oui, donc j'ai juste aussi adapté ça en fait au livre, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que quand on lit ton livre, on a ce sourire-là qui nous vient parce que tu restes assez léger. Il y a beaucoup d'histoires autour. C'est-à-dire que c'est pas que ton histoire que tu racontes, mais en fait, tu fais une passerelle avec d'autres histoires. À certains moments, je me suis demandé, est-ce que tu n'as pas eu un peu peur que le lecteur se sente essoufflé de voir tant d'histoires qui côtoient la tienne et ne sache plus comment se repérer par rapport à ton histoire? Tout à fait. En fait, c'est une bonne question parce que là, je pense que tu fais remarque en fait au chapitre 6 où je parle en fait de l'opportunité. Mais en fait, je voulais, parce que tu vois que ce chapitre 6 là, Mhm. c'est une sorte de clôture parce qu'après ce chapitre, on entre en fait dans le chapitre 7 qui est la destination. Mais en Mhm. fait, ça vient clôturer en quelque sorte le début du livre en fait. Parce qu'en fait, au début, j'ai introduit avec des personnages et à la fin aussi, Mhm. j'ai clôturé en fait en quelque sorte avec en fait les histoires en fait de d'autres personnages Mhm. où en fait je viens effectivement démontrer encore cette dimension-là que malgré tout, Mhm. bah, on peut en fait garder son sourire. Et effectivement, dans ce Mhm. chapitre-là, j'essaie en fait de se dire, bon, il ne suffit pas de dire juste qu'on peut garder le sourire, mais il faut montrer en fait aux gens, il faut leur Mhm. donner le paracétamol, si je peux appeler ça comme ça, le Oui, médicament tout à qui fait. permet en fait de garder cette souris-là. Et c'est pour ça qu'en fait, je parle en fait de 5 préceptes qui Mhm. permettent de changer en fait une situation difficile en opportunité. D'accord. Et alors, tu fais référence au texte biblique. On sent que tu es vraiment un homme de foi. J'aurais bien aimé savoir quelle est la place de la foi dans ta vie et en tant qu'entrepreneur. Et tu as évoqué aussi l'histoire du PDG d'Orange, Stéphane Richard, qui a avoué, alors je ne sais pas dans quel contexte, qu'il a été très matérialiste et qu'il a découvert finalement la spiritualité à 57 ans. Euh, Déjà, quelle est la place de la foi dans ta vie d'entrepreneur et est-ce qu'elle voilà, elle t'accompagne dans ce parcours du rire ou du sourire? Et cette anecdote du PDG d'Orange, j'aimerais bien savoir voilà, d'où te vient ce secret, puisqu'on peut, on peut le dire ainsi. C'est pas évident qu'une personnalité publique puisse voilà, s'exprimer sur ces sujets-là. Non, bon, si je commence avec l'anecdote, oui, non, effectivement, ça c'était dans l'un de ces interviews. Hein. Si tu veux, je peux essayer de voir si je peux retrouver cette interview-là. Mais en principe, tout ce que j'ai écrit dans le livre, en fait, sont des faits. Je l'ai dit même en fait au début du livre. Donc, ça, en fait, c'est un fait. Maintenant, la place, en fait, de la foi, effectivement, j'en ai parlé dans le chapitre carburant. Mhm, Euh, pour moi, en fait, c'est quelque chose qui me permet de se ressourcer. Et effectivement, s'il n'y avait pas cette dimension-là,
de la foi en l'homme, n'est-ce pas? Je ne pense pas que j'aurais pu surmonter et garder cette espérance-là. Et puisque pour moi, la foi, en fait, c'est quelque chose qui est fondamental. Et donc, c'est ça, en fait, qui nous permet aussi de pouvoir soulever la tête malgré, en fait, l'océan de l'eau qui nous entoure. D'accord. Et pour moi, personnellement, c'est là où je retrouve mes ressources à titre personnel. En plus du sport que tu fais, en plus de la musique, parce que tu nous as listé toute ta playlist, je pense que même des Bien sûr, personnes bien sûr. qui ne connaissent pas vont aller regarder ou écouter par curiosité. Tes écrits, on voit, sont imprégnés de tes connaissances scientifiques, que tu essayes bien sûr de rendre un peu terre à terre, mais bon, tout le monde n'est pas forcément doué pour tout comprendre. Est-ce que la logique t'a aidé à structurer ton livre? Je suppose qu'il est en auto-édition. Est-ce que la logique scientifique, je veux dire, t'a aidé à structurer ton livre? Euh, Peut-être, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on appelle la logique scientifique, parce que bon, pour moi, la logique, c'est simplement la logique. Maintenant, effectivement, moi, parce que quand en fait j'écris, la première question que je me pose d'abord, c'est, OK, qui va lire ça et comment est-ce qu'il va comprendre en fait les choses. Et c'est pour ça que j'essaie vraiment d'être terre à terre dans la manière dont j'aborde les notions qui peuvent paraître parfois compliquées. Et donc, effectivement, j'ai essayé, c'est pour ça que j'ai utilisé la métaphore de la voiture, bah, parce que précisément, je sais que bon, la voiture va parler à tout le monde. Tout le monde connaît en fait une voiture. Tout le monde connaît ce qu'on appelle en fait une voiture. Il a vu en fait comment on accélère dans une voiture, comment est-ce qu'on met le carburant. Tout ça, bah, c'est des thèmes en fait que j'utilise pour vulgariser et rendre palpable en fait cette histoire et dire en fait aux gens aussi que non, c'est aussi en fait leur histoire. C'est quelque chose qui se passe aussi en fait à côté d'eux. Et donc, ce n'est pas une histoire qui est lointaine. Donc, ils ne peuvent pas s'imaginer. Ok, très bien. On va terminer par les obstacles éventuels que tu as rencontrés dans l'écriture de ce livre, parce que, comme je l'ai rappelé, tu es anglophone. Tu as publié en anglais et en français. Est-ce que dans ton parcours d'écrivain, il y a une ou deux difficultés que tu veux quand même partager ici? Oui, bon, si en fait, si je parle maintenant en fait aux auteurs, par exemple, l'une des difficultés, c'était d'abord de pouvoir trouver en fait une maison d'édition. Parce que moi, bon, à la base, j'étais parti pour publier avec Faya. Et bon, tu doutes rien que je suis quand même quelqu'un d'audacieux. Donc, mon objectif, c'était de publier ça avec soit Galiama ou avec Faya. Donc, je les ai écrits et ils m'ont dit que, ok, bon, le livre en fait est très intéressant. Jusqu'à même la dame en fait m'avait dit que non, c'est un livre qu'il a marqué, mais il ne voit pas où est-ce qu'ils peuvent classer ça. Et donc, à cette époque-là, étant donné que c'est mon premier livre, je ne savais pas encore tout ce qu'on appelle bon genre du livre. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que je ne savais pas ça. Et même jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas écrit ce livre pour que ça soit classable. Et D'accord. donc, le livre, en fait, en quelque sorte, en fait, aujourd'hui, n'est pas classable, en fait. Et bon, et ça aussi, ça m'a causé beaucoup de difficultés parce que, in fine, j'ai dû faire l'auto-édition et qui n'est pas aussi mauvais en tant que tel, mais la difficulté avec l'auto-édition, c'est que, bon, ça révèle en fait à toi de faire toute la promotion et la promotion aussi, c'est tout un autre travail en fait à lui-même. Absolument. Et donc, il n'a pas été évident. Et toute la partie aussi édition, bon, j'étais entre guillemets chanceux parce que j'ai un profil technique, donc pour l'édition à lui-même, ça n'a pas été difficile, mais ça m'a pris quand même un an. Après, en fait, l'écriture, ça m'a pris un an pour éditer
parce que tout à l'heure, je t'ai parlé de plus de 50 personnes qui m'ont aidé, mais il faut savoir que j'ai sollicité une centaine de personnes. Et sur cette centaine-là, je devais me rassurer que chaque commentaire que quelqu'un me dit, chaque feedback, je l'intègre en fait dans le livre ou pas. Mais il faudrait au moins que je considère en fait ce que la personne me dise. Et donc, maintenant, dans ce cadre-là, je devais mettre en place en fait un système qui me rassure qu'aucun en fait n'échappe en fait mes moments où je m'assois pour prendre en compte en fait tous ces commentaires-là. Bon, je dis ça juste pour dire qu'à titre personnel, j'ai pu en fait mettre en place en fait un système de correction collaborative, mais c'est quelque chose qui peut demander beaucoup de temps pour celui qui ne connaît pas en fait normalement. Tout à fait, mais de nos jours, on a des sites sur lesquels on peut être accompagné. On a des personnes qui accompagnent. Si tu es sur ma page, tu verras que je me destine justement à accompagner des personnes aussi qui lisent, parce qu'on a parfois besoin d'un regard autre que le sien pour avancer dans l'auto-édition de son livre, même dans l'édition de son livre, même si on passe par une maison d'édition. Alors, quelle est ton actualité aujourd'hui? Est-ce que tu as quelque chose à partager? Et d'abord, avant ça, où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Ok, donc merci Denis. Déjà, pour le livre, si tu tapes celui qui est en France, la meilleure façon, c'est de me contacter en privé, donc sur Facebook ou sur peu importe. Là, en fait, je peux vous envoyer ça par la poste. J'ai des exemplaires ici à la maison. Après, pour celui qui n'est pas en France, il suffit de taper juste sur Internet. C'est disponible en fait chez AFNAC et tous les autres tickets de vente en fait. Et la deuxième question, c'était, Ton actualité, est-ce que tu as quelque chose à ah oui, partager? actualité. Voilà donc, deux. Pour Olecom, il y a des choses qui se préparent. Donc, il y a des grandes choses qui se préparent. Donc là, je travaille avec mon équipe là pour de grandes choses. Ça, c'est d'un. Et de deux, je vais réécrire cette livre encore pour que cette fois-ci, ça soit classable. Et donc, je pense qu'avec cette première expérience-ci, qui a été une magnifique expérience, je vais l'aborder sous forme d'un mémoire maintenant. Et D'accord. si je l'aborde sous forme d'un mémoire, effectivement, il n'y aura plus place pour des histoires. Donc, on en a parlé, puisqu'en fait, un mémoire, c'est une catégorie qui est très, très bien précise. Et je serai obligé de suivre le contrat implicite entre moi, l'auteur et mes lecteurs. Très bien. Alors, il ne me reste plus qu'à te dire merci. Et Foued, merci d'avoir trouvé du temps pour partager ton histoire, pour partager tes écrits. J'espère que les personnes qui nous écoutent vont trouver plaisir à aller sur ton site, découvrir ce que tu fais. Pour tous ceux qui sont à l'étranger, qui nous suivent et qui ont peut-être du mal à avoir des personnes de contact, voilà une entreprise qui est tout à fait dans la bienveillance, dans l'ouverture pour aider les étudiants, pas qu'africains, je précise, tous les étudiants, quelle que soit leur nationalité. Et le livre est assez édifiant, que je vous invite donc à découvrir sur les plateformes d'Atem. Merci à toi, Atem. Je ne peux que te souhaiter bonne vente et bon courage dans la réécriture de ton roman ou de ton livre. Merci beaucoup, Denise. Merci pour l'invitation. Bon week-end à toi.